la rétrospective de la semaine. Lundi 27 août, nous sommes dans le quartier Somgandé. Une dizaine de personnes se ruent dans la boue autour d'un revendeur d'essence. L'essentiel pour ces usagers, avoir du carburant pour se déplacer, même s'ils déplorent l'augmentation des prix. Le titre comme ça, c'est à 800 francs passé. Il manque de l'essence partout. Alors que si ça sort comme ça, ça ne serait pas bon avec la population. Ça serait un grand problème pour la population. Une situation qui profite bien aux revendeurs, à l'instar de Souleymane Kabouré, qui se frotte déjà les mains. C'est un peu comme les stations là sont fermées là. Bon, les uns paient ça plus rapidement même qu'avant que nous vendions là. Si au niveau de ces revendeurs, on peut avoir de quoi se ravitailler en carburant, on note une pénurie dans la dizaine de stations que nous avons visitées. C'est ce que confirme d'ailleurs un gérant d'une station. Bon, ça fait pratiquement 4 jours que nous, on n'a pas de carburant. Depuis vendredi passé, les citernes sont parties à Bingo, ils ont chargé, mais arrivés au péage, ils sont bloqués là-bas. La petite quantité qu'on avait était finie. On a eu un peu encore le samedi soir. Et ça n'a même pas fait un jour, donc c'est fini encore. Dans les rares stations où l'on trouve les liquides précieux, c'est un spectacle qui s'offre à voir. Bousculade, attendre pendant des minutes voire des heures. C'est le cas de Alexandre Kabouré. J'ai passé près de 1h30 attendant mon tour pour prendre le carburant. Or, je sais qu'il n'est pas intéressant qu'un consommateur passe assez de temps pour pouvoir se faire servir. Face à cette situation, les usagers n'hésitent pas à lancer un appel au gouvernement à se pencher sur les préoccupations des conducteurs en vue d'une issue favorable à la situation. En attendant, personne ne sait combien de temps va durer ce calvaire. Ce que les transporteurs sont en train de faire là, vraiment c'est pas bon. Ils n'ont qu'à faire pardon. Sinon c'est pas facile, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'essence, on va se débrouiller comment. Même condiment là même là. Les femmes leur disent que comme ils ne parlent plus faire choses maintenant, eux ne peuvent plus même aller chercher condiment. Donc maintenant nous on va faire comment? S'il n'y a pas à manger là, eux-mêmes ils vont faire comment? Le gouvernement là aussi n'a qu'à les écouter et puis ils vont s'entendre. Sinon c'est pas facile, la population là même souffre. C'est pas facile, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'essence. On va vivre comment? Non, on ne sait même pas comment répondre ça, mais ils n'ont qu'à voir les problèmes de chauffeur là seulement. S'ils ont pu régler ça seulement, nous, en tout cas, on souhaite qu'ils n'ont qu'à s'entendre pour que la population va gagner l'essence. Sinon, comme ça joue sur tout le monde. Le gouvernement ferait mieux de convoquer les transporteurs là, et puis trouver une solution en fait, même si c'est une solution intermédiaire en attendant la raison définitive de ce problème là, parce que ça handicape. On est en ville et sans ce précieux liquide là, eh bien rien n'est possible. Donc même si c'est une solution en fait intermédiaire, il gagnerait en tout cas à agir au plus vite pour que les gens puissent être soulagés, surtout que c'est la période des concours. Donc comment est-ce que les étudiants les uns et les autres pourront aller composer s'il n'y a pas ce minimum là, qui prennent la question à bras le corps pour que la solution soit trouvée en fait de façon immédiate à ce problème là. L'affaire d'essence là, c'est pas agréable présentement. On est assis, on n'est même pas allé au boulot à cause de ça. Il faut résoudre le problème pendant qu'il est temps. Comme ce sont les autorités même, ils savent pourquoi il y a ce genre de choses. Ils sont au courant. Ils n'ont qu'à régler la situation là, pendant qu'il est temps seulement. Vraiment, c'est très désagréable que dans un pays capital, il n'y ait pas d'essence, qu'à défaut de grève. Donc, il faudrait qu'on revoie, sinon ça nous pénalise. Les autorités n'ont qu'à voir vraiment. Nous sommes là, nous sommes les citoyens, nous sommes là, on ne sait pas, on est dans le pays, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas, qu'il y a une grève d'essence au minimum. On devrait vraiment voir ça, c'est la majeure partie des choses. Il faudrait vraiment qu'ils résolvent ça au plus vite possible. La suspension des activités de l'Organisation des chauffeurs routiers du Burkina, UCRB, et l'Organisation des transporteurs routiers du Faso au TRAF est diversement appréciée par le monde syndical. Boukari Wankrawa de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina CNTB ne trouve pas la mesure conforme au texte. Ce que le gouvernement a pris comme décision, elle est arbitraire par rapport au texte, mais vu la souffrance de la population, que le gouvernement s'est décidé à prendre cette décision. Sans quoi, c'est une décision qui n'est pas normale. Il fallait toujours continuer la négociation. Cette décision du gouvernement est pourtant juste pour Alphonse Balima, responsable d'un syndicat affilié à la Confédération syndicale du Burkina CSB. Je pense que la mesure elle est bel et bien juste, parce que quand deux organisations ne s'entendent pas, il faut suspendre pour mieux voir et pour mieux régler le problème. Sinon, la mesure est juste.
je suis d'accord avec la mesure du gouvernement. Il fallait cette mesure, parce qu'eux ne peuvent pas plonger le pays dans le désordre. La mesure est très juste. C'est eux qui ont failli, donc c'est très juste. La suspension est également appréciée positivement par Bernard Ouedraogo de l'Organisation nationale des syndicats libres, ONSL, qui redoutait une révolte du peuple. La situation qui s'est posée, c'est bien vrai que ça ne concerne pas l'État. Mais pourquoi le peuple va en pâtir cette douleur que ces gars ont causée? Comme mot d'ordre de grève, vous avez vu dans la ville, manque d'échange, quoi. Où l'État prend sa responsabilité, où c'est le peuple qui va se révolter. Et quand le peuple va se révolter, c'est pas contre ses chauffeurs, ni ses syndicats de patronat, c'est contre le gouvernement. Voilà la raison pour laquelle nous trouvons cette mesure très bonne. Pour sa part, même s'il dit comprendre la mesure, Inoussa Nana, de Force ouvrière, Union nationale des syndicats, FO-UNS, la trouve radicale. C'est une mesure quand même un peu radicale, vous allez dire, parce que normalement c'était bon quand même si on pouvait trouver des solutions négociées. C'est-à-dire que les différents partenaires devaient pouvoir se retrouver et puis trouver une solution. Mais bon, ce que nous déplorons, c'est le fait que effectivement, c'est une situation qui a paralysé un peu l'économie, qui a paralysé la ville. Et vraiment tous les usagers étaient dans des situations très difficiles. Donc ça, c'est à déplorer vraiment. Le gouvernement qui est aussi garant de pouvoir, souvent trouver des solutions qui peuvent arranger tout le monde. Je pense que c'est dans cette situation qu'ils étaient obligés de prendre cette mesure-là. Cependant, Amadou Traoré de la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB estime que la décision du gouvernement porte atteinte à la liberté syndicale. Quand on suit bien les différentes sorties du gouvernement depuis un certain temps, l'objectif à long terme, c'est de pouvoir en réalité empêcher toute organisation syndicale d'exprimer son opinion. Peut-être, je ne sais pas si c'est une entente entre les deux, entre les trois, disons, pour accepter la suspension, mais je pense que c'est intolérable pour une organisation syndicale que d'accepter qu'une autorité quelconque suspende ses propres activités. Et c'est un danger pour eux. À long terme, si on ne freine pas ça, c'est pour dire que à un certain moment, le gouvernement il viendra même à vouloir dissoudre même une organisation syndicale. Pour lui, le gouvernement pouvait faire autrement que la suspension en faisant en sorte que les deux organisations concernées se communiquent afin de trouver un consensus sur le problème posé qui, pour Amadou Traoré, demeure toujours. Le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez, mis en place spontanément suite à l'interpellation de cette dernière, a au cours d'une conférence de presse qualifié l'arrestation de Safiatou Lopez d'arbitraire et exige sa libération. Constitué de plusieurs réseaux et organisations de la société civile, il entend user de tous les voies de droit pour obtenir satisfaction. Siaka Koulibaly est le porte-parole du collectif. Il n'y a pas encore d'éléments précis concernant la dame. Donc nous estimons que s'il n'y a pas plus d'éléments à charge, il serait bon de la libérer et le moment venu, s'il est nécessaire, elle pourrait toujours être interpellée par les forces de sécurité. Nous allons user de toutes les voies de droit en notre possession. Il y a eu d'abord la commission d'un avocat pour l'assister, mais surtout nous comptons mener des actions médiatiques pour sensibiliser l'opinion et interpeller qui de droit afin que la libération intervienne le plus tôt possible. Les animateurs de la conférence de presse estiment qu'il y a une forte probabilité qu'elle soit victime de ces prises de position plutôt que la tentative de déstabilisation évoquée par certains médias. Marcel Tankwanou du M21. Une OEC est là pour la veille citoyenne. C'est pas à Lopez de vouloir déstabiliser ce pays-là. Non, nous pensons que la réalité du terrain, c'est pas Ouagadougou à l'heure actuelle. Donc pour nous, il faut concentrer les énergies vers là où il y a un véritable problème. C'est vrai que par moment, elle a des propos, ça c'est reconnu. Lopez, elle parle. Quand ça ne va pas, elle défend. De là à dire que Lopez était de connivence avec des militaires pour aller à une déstabilisation, c'est un montage grossier. Le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez a saisi l'occasion pour dénoncer la méthode employée par la gendarmerie nationale pour l'interpeller. Il a souligné que la perquisition a été faite de façon illégale. Le syndicat des magistrats burkinabé SMB
Note un recul de la magistrature burkinabé depuis la décision du Conseil d'État du 10 juillet 2018 remettant en cause les décisions du Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature CSM. En effet, une décision a été prise le 28 juillet 2016 de créer une commission d'enquête chargée d'investiguer sur toutes les allégations de manquement à l'éthique et à la déontologie. Cette commission d'enquête, selon le syndicat, a eu entre autres pour mission de mener des investigations sur 3 magistrats nommément cités et d'investiguer sur le cas de la Cour de cassation dans le dossier des mandats d'arrêt. Toujours selon le syndicat, le Conseil de discipline a au cours de 4 sessions successives examiné les dossiers impliquant 34 magistrats contre qui pesaient des présomptions graves de violation des règles d'éthique et de déontologie ayant jeté le discrédit sur l'institution judiciaire. Mais ce n'est qu'à la 4e session que le dit conseil a pris connaissance du contenu d'une lettre signée par le président du FASO et adressée à la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, précise le syndicat. Il poursuit en disant que le président du FASO a dans la lettre fait cas notamment d'une inquiétude qu'il a qualifiée de voie de fait et d'illégalité que le Conseil de discipline aurait commise, notamment par le sort réservé aux décisions de la présidente de la Cour, par ailleurs mise en cause, récusant certains de ses membres et à l'arrêt de sursis à exécution du Conseil d'État. Pour ce faire, le SMB se pose la question de savoir pourquoi ce n'est qu'à la 4e session qu'une telle lettre a été produite alors que la Constitution a prévu un cadre dans lequel toutes les questions touchant la justice peuvent être traitées en présence du président du FASO en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pour le Bureau national du syndicat des magistrats burkinabés, cette lettre n'est ni plus ni moins qu'une manière de soutenir les personnes qui ne veulent pas l'assainissement du milieu judiciaire. Le syndicat, tout en dénonçant une telle attitude, estime que seul le Conseil de discipline constitue le cadre dans lequel le sort de tout magistrat mis en cause doit être fixé quel que soit son rang. Pour terminer, le SMB invite tout magistrat à être utile au peuple en défendant quel que soit le prix à payer, les bonnes pratiques ainsi que l'indépendance bien comprise du pouvoir judiciaire débarrassé de toute corruption. La situation de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux inquiète le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux. Le comité d'initiative en veut pour preuve l'incarcération du cyberactiviste Naïm Touré pour une publication sur les réseaux sociaux. Le comité estime que cette violation de la liberté d'expression s'inscrit dans un plan de répression orchestré par le pouvoir en place. Abdul Kader Ouattara dit Almami Kadji est le porte-parole du dit comité. La machine répressive dépasse le simple cadre des utilisateurs de Facebook. Les syndicats, les journalistes, les paysans, chaque jour sont réprimés. Les paysans de Niankorodougou, de Matiakwali, de Orodara, chaque jour les gens sont arrêtés. Donc la mesure répressive là s'étale à tout le monde. Le principe de la liberté d'expression est que quand les politiques commencent à museler, ils les étendent à tout. D'autant plus que nous savons que la première des libertés, c'est la liberté d'expression. Si cette liberté là n'est pas garantie, mais les autres combats resteront vains. De l'arrestation à Naïm Touré, récemment Dame Lopez, pour vous dire qu'elle s'étale à tout le monde. Interpellé sur les propos souvent discourtois tenus par certains activistes sur les réseaux sociaux, le comité explique que c'est le fond qui l'emporte sur la forme. Almami Kadji. Les problématiques sociales doivent s'en tenir aux questions de fond ou non aux questions de fond. Ne vous attendez pas à ce qu'on dise les choses de la même manière. La tonalité ne pose pas les problèmes, mais est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce qui est avancé est fondé? C'est ça le plus important. Après, quand on décide de suivre la démocratie, mais qu'on la suive avec tous ses contours, on a le droit de critiquer le chef de l'État. On a le droit de donner son opinion. On a le droit même de critiquer l'armée. Dans aucun texte, il n'est inscrit qu'on ne doit pas critiquer l'armée. Ailleurs, les gens ne sont pas condamnés pour ces choses-là. Mais si c'était le cas, les gens allaient se retrouver chaque jour en prison. Le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux a au cours de cette conférence de presse remercié toutes les personnes ou autres structures qui ont donné de la voix pour exiger la libération de Naïm Touré. La rétrospective de la semaine. Le comité d'initiative de protection des utilisateurs des réseaux sociaux remercie le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Une délégation du comité a rendu visite à la structure de défense et de promotion des droits humains ce vendredi 31 août à son siège. L'artiste Almami Kadji est le porte-parole du comité. Lors de la première condamnation de Naïm Touré, le MBDHP également s'était déployé avec un collectif d'avocats, également cette fois-ci avec un collectif d'avocats constitué pour la défense de l'activiste.
journaliste, le lanceur d'alerte Naïm Touré. C'était tout à fait normal qu'on vienne dire merci à cette vaillante structure qui, depuis belle lurette, mène un noble combat pour la promotion des droits humains, pour la défense de la liberté de notre pays. Au-delà des remerciements, Almami Kaji et ses camarades disent attendre également un soutien de la part du MBDHP. Avec l'expérience que le mouvement burkinabé des droits de l'homme a, c'est clair que pour un comité d'initiative comme nous avons forcément besoin de leur soutien pour également aller dans la même dynamique, dans le même sens, pour arriver à rester constant comme le MBDHP. Cette visite est l'une des étapes selon ses initiateurs pour tendre vers la formalisation de leur structure. Face à l'offensive répressive, réactionnaire et contre-révolutionnaire du pouvoir MPP contre les luttes des travailleurs et du peuple, rôle et place du pôle syndical révolutionnaire de la lutte de classe. C'est sous ce thème que le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS a placé les activités de son 3e conseil syndical ordinaire. Durant 2 jours, les conseillers, selon le secrétaire général du SYNTAS, Juste Koumara Lorobana, se pencheront sur la gestion de leur organisation. C'est d'abord faire le bilan de notre gestion depuis le dernier congrès jusqu'à aujourd'hui et voir les correctifs qu'on pourrait apporter à ce qu'il nous reste à faire pour envisager tenir le prochain congrès. C'est dire qu'on va faire le bilan pour voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce que surtout on a échoué, pour essayer de relever, pour être au diapason des préoccupations que nous avons soulevées, pour nous permettre d'avoir des acquis. Cette instance sera également l'occasion pour le SYNTAS de trouver une réponse à ce qu'il qualifie de déferlante répressive du pouvoir en place. Et pour faire face à cela, l'organisation que dirige Juste Koumara Lorobana entend avoir un engagement plus ferme. Cette attitude du pouvoir MPP et ses turiféraires nous impose un engagement plus ferme, une mobilisation plus forte et une détermination sans réserve en vue des contraintes à résoudre les préoccupations justes et légitimes pour l'avènement du changement en faveur du peuple. C'est dire donc que nous devons davantage nous organiser autour de notre outil de défense et des autres structures d'orientation révolutionnaire pour préserver, renforcer et élargir les espaces de liberté. Le secrétaire général du SYNTAS a pour finir invité ses camarades à poursuivre les tâches d'organisation et de mobilisation avec clairvoyance et persévérance, car selon lui, la division des travailleurs demeure cynique et cruelle. Il a également ajouté que le SYNTAS se positionnera toujours pour la défense ferme des intérêts des travailleurs et du peuple. Une unité de notre armée venant en renfort aux éléments de la gendarmerie de Pama est tombée dans une embuscade dans la nuit du 27 au 28 août. 7 de nos soldats ont perdu la vie, 6 autres ont été blessés. Je voudrais ici présenter mes condoléances aux familles éplorées. C'est la réaction du président du Fasoroc, Marc-Christian Kaboré, sur son compte Twitter. Le chef de file de l'opposition politique, CEFOP, pour sa part, a réagi à travers une déclaration dans laquelle il a également présenté ses condoléances aux familles des soldats tués et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Pour lui, les forces de défense et de sécurité méritent d'être félicitées pour leur bravoure et leur sacrifice au service de la nation. Zéphirin Diabré n'a pas manqué de fustiger le pouvoir du MPP. Le pouvoir est-il à la hauteur du combat? Met-il tout en œuvre pour cela? A-t-il pris les pleines mesures de la situation sécuritaire du pays? Et est-il pleinement conscient de l'enjeu? Ce sont autant de questions posées par Zéphirin Diabré et ses camarades. Notre armée a suffisamment saigné et nos populations ont suffisamment été endeuillées. Au-delà des condamnations verbales et des pleurnicheries officielles, les Burkinabés attendent du président du Faso, chef suprême des armées et de son gouvernement, un véritable sursaut d'orgueil et des actes concrets qui démontrent leur volonté et leur capacité à bouter l'ennemi hors de nos frontières, a-t-il insisté. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, cette situation est préoccupante, d'autant que jusqu'à une période assez récente, il s'agissait principalement des régions du Nord et du Sahel. Chrysogoone Zougmore souligne qu'il y a des efforts à entreprendre, non seulement au niveau des forces de défense et de sécurité, cela combiné avec un sursaut de l'ensemble des populations du pays pour faire face à ce phénomène qu'il juge extrêmement dangereux. Et le défenseur des droits humains d'ajouter, je cite, « Il est temps que cela s'arrête parce que déjà nous vivons des situations extrêmement difficiles au plan social. » C'est pour moi l'occasion d'attirer l'attention sur nos autorités que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent doit aller de pair avec la lutte contre la misère et les difficultés que vivent nos populations. Fin de citation.
C'est vraiment préoccupant. Il faut y prendre garde pour que tous les pays ne soient pas embrasés. Du côté de nos autorités, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Sinon, ce qu'on est en train de voir sur le terrain, ça ne va pas bien. Donc, il faut que les forces de l'ordre soient bien équipées et bien entraînées pour venir à bout de ces malfaiteurs. Oui. À mon avis, les autorités doivent mettre l'accent sur la sensibilisation, se pencher sur les problèmes de la population. Je me dis que c'est la pauvreté qui amène ça. Sinon, aujourd'hui, si tu vois un terroriste dans un pays, là, il ne peut pas rentrer sans collaborer avec quelqu'un. Mais peut-être, c'est dit, il peut venir avec de l'argent, donner 100 000 francs à quelqu'un, il peut donner des informations et puis il s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, il a faim. Il faut qu'on sensibilise, disons, la population. Et puis, il y a certains besoins aujourd'hui, là, il faut que l'État se penche sur ça. Le pays va mal. On a l'impression que les autorités ne s'intéressent pas à la question. Les gens ne se mettent pas au sérieux pour traiter la question du terrorisme. On n'est pas en sécurité et ça fait très peur. Les autorités, je pense qu'ils ont le devoir de se concentrer sur la question d'abord, mettre tous les moyens en œuvre. Et s'ils peuvent, même pourquoi ne pas associer les groupes d'autodéfense, parce qu'eux aussi sont là. Ils veulent faire des choses. Ils peuvent utiliser leur technique aussi pour traquer. Les autorités qui sont au pouvoir à l'heure actuelle doivent, au lieu de payer à coups de milliards de véhicules, doivent en tout cas fournir des armes nécessaires à nos forces de défense de l'ordre. Parce qu'un militaire c'est un être humain comme les autres, ou bien un gendarme c'est un être humain comme les autres. Tant qu'il n'a pas de matériel nécessaire pour être face à l'ennemi, il va de soi que chaque jour que Dieu fait là. Les terroristes nous battent comme ils peuvent. Deuxièmement, au niveau des mines, il paraît qu'il y a des explosifs que les terroristes utilisent pour déposer au passage de nos forces de défense et de sécurité. Mais nos États sont capables quand même de payer des appareils pour détecter. Pourquoi les armées françaises, quand ils sont en déplacement, il y a des appareils qui leur permettent de détecter les mines et éviter les attaques. Donc notre gouvernement doit faire en sorte que nos forces de défense aient en tout cas ces appareils-là pour également être efficaces sur le terrain d'intervention. Il faut que également si la population voit quelque chose de suspect, qu'il passe signaler à qui des droits et travailler avec les Koulououé, mettre Koulououé partout dans le pays. Je pense que les Koulououé sont également efficaces pour en tout cas contribuer à amoindrir les attaques terroristes dans notre pays. Donc pour moi, qu'on mette des Koulououé partout dans le pays pour qu'ils collaborent avec les forces de défense et de sécurité. La rétrospective de la semaine. Christogon Zugomore, bonjour. Bonjour. Plusieurs localités du Burkina continuent de faire l'objet d'attaques. La dernière en date est celle survenue depuis la nuit du lundi 27 au mardi 28 août dans l'est du Burkina, avec déjà 7 soldats tués. Quelle réaction faites-vous de cette situation? Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de ces jeunes qui ne cessent de tomber devant ces actes barbares terroristes que nous subissons depuis un certain temps. Vous savez, chaque fois que des vies sont arrachées, surtout dans de telles situations, cela ne peut laisser indifférent une structure comme le MBDHP. Et je crois que, comme vous l'avez si bien souligné, la situation devient extrêmement préoccupante. Nous avions affaire aux régions du Nord et du Sahel, et aujourd'hui on se rend compte que c'est pratiquement l'ensemble du territoire national qui est confronté à ce problème d'attaque djihadiste. Donc il y a des efforts à entreprendre, non seulement au niveau des éléments des forces de l'ordre et de sécurité, mais je pense que de plus en plus il faudra un sursaut d'ensemble de l'ensemble des populations du pays pour faire face à ce phénomène extrêmement dangereux. Et comment ce sursaut d'ensemble des populations peut se faire? Je crois qu'il appartient à chaque segment de notre société, aussi bien les politiques, les coutumiers, les religieux, mais également les structures de la société civile comme le MBDHP et d'autres associations, de faire un puissant travail d'information auprès des populations, de sensibilisation auprès des populations, parce que la lutte contre le terrorisme a beaucoup de facteurs, du moins ça a beaucoup de facettes, beaucoup d'approches, et je pense qu'on peut procéder également à des actions de sensibilisation auprès des populations et surtout insister pour que l'ensemble de ces populations-là dans leurs divers segments puissent un temps soit peu, ne serait-ce qu'en matière de renseignement, apporter une contribution beaucoup plus accentuée dans cette lutte contre le terrorisme. En termes de droits humains, quelles pourraient être les probables conséquences de la recrudescence des attaques? Oui, vous savez que le premier des droits humains, c'est le droit à la vie. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons déjà perdu pas mal de personnes, aussi bien des éléments de force de l'ordre et de sécurité que de populations civiles. Il est temps que cela s'arrête parce que déjà nous vivons des situations extrêmement difficiles au plan social. C'est pour moi en tout cas l'occasion d'attirer l'attention sur nos autorités que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent doit aller de pair avec la lutte contre la misère et les difficultés que vivent nos populations. J'ai parlé tantôt de contribution de ces populations-là. Lorsque les populations vivent dans un état de misère
absolue, il est extrêmement difficile pour ces populations-là d'apporter une contribution dans cet élan patriotique-là. Donc je pense qu'il faudra juguler les deux tendances, les deux facteurs pour faire en sorte que, en tout cas, nous puissions, en tout cas au bout, arriver donc à vaincre ce phénomène qui ne fait que endeuiller les familles, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Une telle situation va certainement exiger plus d'efforts du MBDHP dans sa défense et promotion des droits humains. Oui, naturellement, comme je l'ai dit, il faudra qu'on s'implique d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que sur le champ, je ne peux pas dévoiler ou déballer ce que nous pourrions faire, mais je crois que c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point en tant que structure de défense des droits humains, dont le premier, comme je l'ai rappelé tantôt, est quand même le droit à la vie. Nous allons donc nous y atteler. Nous tiendrons bientôt notre congrès, notre 7e congrès ordinaire. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur cette question-là et de voir dans quelle mesure nous pourrions apporter une contribution à la hauteur de nos capacités, à la hauteur de nos moyens en tant que structure de la société civile. Chrysogono Jogomore, merci. Merci bien.